Et puis je vais vous faire une confidence que je n'ai jamais donnée en public. Quand j'ai été nommé au gouvernement par Nicolas Sarkozy, début 2019, après la traditionnelle photo devant le perron de l'Élysée, il m'avait nommé aux affaires européennes. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux, mais tu fais attention à la Turquie, en pointant le doigt. 2 ans auparavant, il est vrai que la campagne électorale nous avait mis à l'intérieur du parti dans 2 camps opposés. Lui était férocement anti-Turquie dans l'Europe. Et moi, j'avais dit à l'Assemblée nationale, ouvrez les guillemets, qu'on ne ferme pas la porte à la sublime porte et qu'on laisse le temps au temps en évitant de bloquer toutes les négociations. Bien que j'ai eu quelques doutes sur l'issue de la négociation. Mais dans une France alors préoccupée, comme elle est encore aujourd'hui, par les migrations et la question de l'islam, la question turque n'avait cessé de monter en puissance à mesure qu'on s'approchait des présidentielles. Et ce, depuis 1999, date à laquelle, à Helsinki, le président Chirac avait accepté, pour la première fois, d'accorder le statut d'État candidat à la Turquie. Je rappelle que la Turquie était candidate depuis 1963, 36 ans plus tôt. Avec la chute du mur de Berlin en 89, 10 ans auparavant, 10 nouveaux États étaient en train d'adhérer à l'Union européenne et la Turquie restait dehors. Chirac avait donc finalement décidé, Chirac quand j'avais été le conseiller diplomatique, d'inclure la Turquie dans son grand dessein d'une Europe réunifiée. D'où le statut d'État candidat. Mais à l'intérieur de la France, y compris à l'intérieur du RPR ou du UMP de l'époque, la pression n'avait cessé de monter contre l'adhésion de la Turquie. Et en 2005, à 2 ans de la présidentielle, rappelez-vous, Jacques Chirac avait dû céder en introduisant, un peu en catimini, une loi constitutionnelle du 1er mars 2005, un article 88.5 nouveau de la Constitution qui dit ceci: tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne ou aux communautés européennes est soumis au référendum par le président de la République. De facto, et compte tenu du climat politique en France, c'en était fini des chances d'adhésion de la Turquie en Europe. Pourtant, lors de son élection en 2007, Nicolas Sarkozy gèle 13 chapitres avec des relations notoirement mauvaises avec Erdogan, et il me demande, lors de la première année de son mandat, de lui servir d'émissaire pour calmer le jeu avec les Turcs, ce que je fais en liaison avec notre ambassadeur en Ankara à l'époque, Bernard Rémier, qui dirige aujourd'hui nos services, et j'accepte même à l'époque d'enseigner à l'université de Galatasaray, de façon à être en contact permanent avec les Turcs. À l'époque, je mesure la déception immense de tous les milieux intellectuels du monde des affaires à l'égard de la France. Il faut rappeler que le modèle français, le modèle laïque à la française de Kemal Atatürk était le modèle pour la Turquie de l'après-guerre, et beaucoup de gens parlent français, lycées français, bref, grosse présence culturelle française. Donc beaucoup de déceptions. Évidemment, Erdogan prend des sanctions et ça va nous coûter au minimum 5 milliards d'euros de contrats annulés par la partie turque à l'époque, dans les grands dossiers d'infrastructure. Je rappelle ce débat avec Nicolas Sarkozy parce qu'au fond, les deux thèses sont toujours d'actualité. D'un côté, il y a ceux qui pensent, avec Nicolas Sarkozy, que la Turquie n'a jamais fait partie de l'Europe, ni géographiquement, ni culturellement, bien sûr religieusement, et qu'au mieux, une relation spéciale doit être trouvée à un certain moment entre les Européens et les Turcs. Pour moi, la situation est plus compliquée. J'ai eu ce débat longtemps avec Nicolas, en développant 2 arguments clés. La première, c'est l'histoire.
ceux qui disent que la Turquie ne fait pas partie de l'Europe ignorent l'histoire. La Turquie fait partie intégrante de l'histoire européenne depuis au moins 5 siècles. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a dans la Creuse un petit village qui s'appelle Bourganeuf. Et à Bourganeuf, il y a une tour qui s'appelle la tour Zimzim. Alors vous ne savez peut-être pas, mais le fils de Beyazet, le fils de Mehmed II, sultan, était en guerre avec son frère, Bayazid. Et Sem avait fini par s'allier, rechercher une alliance avec les royaumes chrétiens contre son frère pour reprendre son trône à Istanbul qui venait d'être pris 10 années plus tôt. Et donc, Sem se rend en juin 1482, je vous rappelle que la prise de Constantinople, c'est 1463, 53, pardon, donc 30 ans plus tôt, en 82. Non, mais moi non plus, je rigole pas. Ça peut arriver. Errare humanum est, comme vous dites. 1482, S'il vous plaît. Sem va à Rhodes rechercher l'alliance avec le grand maître des Hospitaliers de Jérusalem, réfugié à Rhodes depuis la chute du royaume de Jérusalem. Et c'est Pierre d'Aubusson qui est à ce moment-là le grand maître et qui capture Sem et le renvoie sur cette terre creusoise où la tour sera montée dans ces années-là pour le garder prisonnier. Et le plus drôle, si j'ose dire, c'est que le sultan Bayazid II envoie en 1484 une ambassade à Louis XI pour s'assurer que son frère reste prisonnier et payer l'entretien du prisonnier. Mais l'histoire entre la Turquie, la France et l'Europe ne s'arrête pas à cet épisode, et je vais aller très vite. Il y eut en 1536 le traité d'alliance entre François Ier et Soliman le Magnifique. L'hivernage, on ne ferait pas aujourd'hui, de la flotte ottomane à Toulon en 1543. Les relations étroites entre Louis XIV et la Sublime Porte, la défense d'Istanbul contre la flotte anglaise en 1807 par le général Sébastiani, sans parler de la guerre de Crimée que nous fîmes avec les Anglais pour protéger la Turquie contre l'impérium russe en 1853-56, et nous avons perdu, tout le monde l'a oublié, 300 000 hommes. Tout ça sans oublier la poussée ottomane dans les Balkans depuis le XVe siècle, la libération de ces Balkans, les sièges, les 2 sièges de Vienne en 1529 et en 1683, et la libération des Balkans au XIXe qui ont mené, après la Première Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, aux accords Sykes-Picot qui préparaient le démantèlement de l'Empire ottoman. Donc, j'ai quelque mal à imaginer que l'histoire de la Turquie soit complètement séparée de l'histoire de l'Europe, bien au contraire. Bien au contraire, et ça continue aujourd'hui. Il suffit de regarder les journaux, sans parler des masses de migrants turcs, 3 millions en Allemagne, 600 000 en France, et tout ce que l'on vit quotidiennement. Donc, l'argument sur lequel la Turquie n'est pas en Europe, pour moi, honnêtement, est une aberration politique qui ne permet pas de comprendre notre problème aujourd'hui. La deuxième question qui était, et qui reste un enjeu, c'est qu'à l'époque, c'était avant la radicalisation du régime Erdogan, il y avait la perspective que la négociation avec l'Europe permettrait à la classe politique turque et à l'opinion turque de se réconcilier avec le monde démocratique et l'Occident. Ce qui avait été fait par la force sous le régime kémaliste, sous le contrôle de l'armée, pouvait l'être par la démocratie. Et l'enjeu était majeur parce que si ça réussissait, c'était un signal formidable au reste du monde musulman à travers la planète. Mais bon, tout ça est aujourd'hui derrière nous compte tenu des événements, notamment depuis le milieu des années 2000. Et voilà, disons que nous avons eu tous les deux tort. La question, au fond, c'est que l'adhésion aujourd'hui est terminée. Madame Merkel a dit publiquement en 2017 la Turquie n'a pas sa place en Europe, et le président Macron l'a dit à sa façon un peu plus encoulée, en disant l'hypothèse sur laquelle il y aurait une progression naturelle avec l'ouverture des chapitres n'est pas réaliste, n'est pas vrai, et donc fin de l'histoire. Ce débat n'est pas sans rappeler
la question de savoir qui a perdu la Russie et pourquoi la Russie évolue dans cette direction-là. Mais on va laisser les historiens réfléchir à ça dans les années qui viennent. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Parce que le problème, il est à côté de nous, il est devant nous. Et pour essayer de savoir ce que l'on fait, sans bataille idéologique sur le point de savoir ils sont dedans, ils ne sont pas dedans, ils ne sont pas dans notre histoire, ils sont dans notre histoire. Et ils sont là. Et ils sont 83 millions. Et c'est la 17e économie du monde. Et ils ont, je vais le dire, au moins une capacité de nuisance absolument phénoménale sur le devenir du continent. Peu comme la Russie, qu'est-ce qu'on fait? Alors pour essayer de comprendre, je crois qu'il faut se reporter un petit peu en arrière. Au fond, la Turquie, c'était très gentil tant qu'il y avait la guerre froide. Elle était contrôlée par les militaires, c'était le flanc sud de l'OTAN, et tout était calme. De temps en temps, il y avait un coup d'État réprimé, mais les orientations étaient claires. La rupture a été totale avec les racines musulmanes. Elle cherchait le modèle occidental, et personne ne se posait de questions particulières. Arrive la fin de la guerre froide, et là, la Turquie se cherche un nouvel avenir, à l'intérieur comme à l'extérieur. L'humiliation de l'homme malade du XIXe siècle est intacte dans les nouvelles élites turques, et la Turquie cherche un avenir. On va voir que cet avenir, elle l'a essentiellement raté, que depuis une dizaine d'années, sa politique intérieure comme extérieure a été largement incohérente, maladroite, brutale, au point de se retrouver aujourd'hui, sinon malade, en tout cas totalement isolé. Contrastant donc avec cette période de guerre froide, à l'intérieur, quand arrive l'AKP au pouvoir au début des années 2000, la Turquie, en politique intérieure, la Turquie recherche à nouveau ses racines musulmanes et cherche à contrôler l'armée. D'ailleurs, l'Europe lui sera très favorable. Mais à l'extérieur, elle redécouvre les délices de son identité musulmane, tout en recherchant une sorte de nostalgie impériale ottomane, ou d'ambition ottomane. Donc il y a deux forces qui se mettent en branle sous l'AKP, le retour à l'identité musulmane et la nostalgie d'une influence turque sur l'ensemble, non seulement du monde turc, mais du monde musulman. L'architecte intellectuel que j'ai bien connu de tout cela s'appelle Ahmet Davutoglu, et son livre fondamental, il était d'abord l'intellectuel, le conseiller personnel d'Erdogan au début des années 2000, avant de devenir son ministre des Affaires étrangères, puis son Premier ministre jusqu'en 2016, et le divorce a eu lieu sur la Syrie. Davutoglu, dans son livre qui s'intitule « Profondeur stratégique », et il utilise le mot « Lebensraum », comme jadis Hitler, considère que le monde musulman sert d'interland à la Turquie. Il développe l'idée du tir à l'arc. Plus la Turquie, c'est assez curieux sur le plan géométrique, mais plus la Turquie va tirer loin et fort dans le monde arabe, plus elle atterrira loin et fort dans le monde occidental et dans le monde, ajoute-t-il. Donc, il faut que la Turquie reprenne pied dans le monde musulman, que sur la base de cet interland, elle projette sa puissance en Europe et dans le monde. Ça, c'est la politique étrangère que la Turquie va suivre avec Davutoglu comme ministre des Affaires étrangères, en gros jusqu'aux révolutions arabes de 2011 qui vont la prendre par surprise. Mais pendant toute cette période des années 2000, la première décennie des années 2000, ils vont multiplier les accords de libre-échange, de libre circulation, développer une forte influence, notamment par les séries télévisées, etc., dans le monde arabe, prendre les distances avec Israël, mais sans rompre, prendre les distances avec l'Europe. Ils commencent à être de plus en plus déçus du blocage des négociations, et ils commencent à dire qu'ils n'ont pas nécessairement envie de rentrer dans ces contraintes. Et puis arrive 2011, et là on est dans le deuxième zag. J'appelle la politique étrangère turque la politique du zigzag, non pas du tir à l'arc, mais du zigzag. Donc vous avez un premier zig qui consiste à chercher l'amitié des Arabes, et ils l'obtiennent, et en 2011, ils sont désormais convaincus que les révolutionnaires vont gagner, que tous ces régimes corrompus vont tomber, et que le devenir de la Turquie pour recréer son hinterland, c'est de se mettre du côté des peuples. Et donc ils prennent fait des causes pour les frères musulmans en Égypte, ils prennent fait des causes pour El Nahda en Tunisie, ils donnent de l'argent, ils forment les cadres futurs,
et il se développe, y compris en direction de toutes sortes d'États comme le Hamas et autres, et il s'installe vraiment du côté des frères. À partir de ce moment, la Turquie rentre dans un jeu extrêmement trouble, que moi j'avais dénoncé à l'époque, puisque elle devenait le passage obligé des djihadistes qui venaient d'ouest en est et qui allaient se battre en Syrie, et de l'autre côté, elle servait de base arrière aux djihadistes en Syrie, qui pouvaient se reposer, ouvrir des bureaux à Gaziantep et ailleurs. Et avec un allié comme ça, on n'était pas sorti de l'auberge. Reste que cette stratégie, dans la pratique, ne va pas réussir, parce que la Turquie hérite d'abord de 3 millions de réfugiés chez elle. Deuxièmement, parce que les mouvements terroristes qu'elle nourrit, Al-Qaïda, Daesh et les autres, commencent à faire des attentats dans Istanbul et Ankara même. Et troisièmement, parce que là se développe une dynamique d'unification kurde à l'intérieur de la guerre civile. Il y a la guerre dans la guerre, et la guerre des Kurdes, c'est de retrouver un corridor, manque de chance, le long de la frontière syrienne et turque. D'où un troisième zag, à partir de 2015, la Turquie abandonne l'idée de renverser Bachar el-Assad, et sa stratégie depuis l'été 2011, renverser Bachar el-Assad, le seul qui résistait à l'époque. Elle abandonne cette idée et se concentre sur les Kurdes, pour la raison qu'on a entendue tout à l'heure, c'est-à-dire le cousinage étroit entre les PYD et le PKK. Il faut quand même toujours garder à l'esprit qu'il y a 20% de Kurdes dans la population turque. 20% de Kurdes. Donc la sécession des Kurdes pour les vues de la Turquie est existentielle. Donc tous les efforts depuis ont été axés sur la reconquête, casser la dynamique kurde. Et pour ça, on assiste à un brusque renversement d'alliance. Ils vont s'allier avec celui qui combat les djihadistes. Donc les djihadistes qui étaient soutenus, financés et armés par les Turcs, se battaient contre les Russes. Et bien que fait Erdogan? Il s'allie avec les Russes, contre les djihadistes. Et pourquoi? Pour négocier un corridor d'accès qui leur permet de casser les Kurdes. Ça, c'est l'accord de Sochi. Et à Astana, de trouver une redéfinition des frontières avec l'Iran et la Turquie. Et dans ce schéma, les Européens et les Américains sont délibérément exclus. Mieux, la Turquie va aller plus loin, va rompre avec l'OTAN, va acheter des missiles antiaériens S-400 contre la vie de tout le monde, va écarter les nôtres, parce que nous étions aussi candidats, nous les Européens, à vendre des missiles. Ils achètent non seulement des missiles, mais des centrales nucléaires à la Russie. Et bien sûr, ils font chanter l'Europe avec les migrants, rappelez-vous, et c'est en 2016 qu'est signé cet accord épouvantable d'Angela Merkel, où l'Europe capitule et donne 6 milliards de dollars à la Turquie pour bien vouloir protéger nos frontières, puisque apparemment nous sommes incapables de protéger les frontières, ni d'aider la Grèce. Quand j'étais ministre des Affaires européennes, les collègues grecs me disaient « Mais où est la marine française? Aidez-nous, bloquer. » Non, on va demander aux Turcs de bloquer la frontière à leur place, on va les payer. Et quand on se met dans une position comme ça, il ne faut pas s'étonner si 4 ans après on recommence en montant, c'est comme au poker, la coup suivant, le fait plus cher. Voilà, et c'est à ce moment-là que l'hubris, alors moi j'appelle ça islamo-nationalo-ottoman de Erdogan se développe encore plus. Il a gagné toutes les élections. Le coup d'État de 2016 durant un service formidable, il va mettre en prison 150 000 fonctionnaires. Il va reprendre un pouvoir absolu, il n'y a plus personne n'ose rien dire. Davutoglu est éliminé. Abdullah Gül, le président islamiste, mais modéré, je connais bien, écarté. Il n'y a plus personne. Et donc Erdogan se lance ensuite dans un énième zag, musique, comme vous voudrez. Là, on va s'en prendre une fois encore aux Européens, on va s'en prendre à la Syrie et on va s'en prendre à la Libye et à Chypre, en essayant de redessiner la carte de la Méditerranée orientale. Là, les relations deviennent très tendues avec à peu près tout le monde. Le pire dans le dernier zag, c'est que l'allié russe le laisse tomber. Et que dans l'affrontement final du nettoyage, si j'ose dire, définitif de la Syrie, les Russes prennent le parti d'Assad contre leur allié turc, renoncent à l'accord de Sochi, bombardent directement des militaires turcs, et ça c'est une humiliation suprême pour la Turquie.
Je vais très vite dans cette Oui. histoire. Je termine. On termine avec 5 minutes. Je termine en 2 minutes. Que penser de ce bilan? Alors, premièrement, l'objectif de restaurer un leadership ottoman sur le monde arabe, même en ruine, a lamentablement échoué. Je soupçonne Erdogan d'avoir rêvé la reconstitution d'un califat néo-ottoman en 2024, d'où les cérémonies où il est déguisé en empereur ottoman, les soldats, etc. Tout ça, pour l'instant, n'est plus d'actualité. Exit, deuxièmement, de l'effet de levier sur l'OTAN et sur l'Europe, dont la Turquie reste extrêmement dépendante, puisque 50% du commerce extérieur de la Turquie se fait avec l'Union européenne. Et en plus, elle est soumise à des sanctions américaines. Troisièmement, la perspective européenne est non seulement fermée, mais celle de l'OTAN n'est pas meilleure. On a vu ces dernières heures Erdogan demander l'application de l'article 4 de l'OTAN et même l'installation de fusées antimissiles patriotes en Turquie, dans un grand silence des Occidentaux. Et donc, quatrièmement, dans la recomposition géopolitique du Proche-Orient, après la réouverture des frontières Sykes-Picot, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que la Turquie n'est pas la gagnante. Le pays non arabe qui gagne aujourd'hui, c'est l'Iran, malgré ses difficultés. C'est lui qui a réussi à créer une espèce d'arc qui va du Liban jusqu'à l'Iran, en passant par la Syrie et l'Irak. Et la Turquie n'est pas joueur maintenant. Elle perd ses pions pays par pays. Si bien que, en définitive, le révisionnisme turc a échoué, laissant la Turquie dans le rôle d'un pays autoritaire, illibéral, sans amis, sans alliés, mais dont la capacité de nuisance demeure intacte. D'où la question qui nous est posée. Dans ce tableau qui n'est pas simple, mais qui n'est pas de notre fait, ces décisions elles ont été prises à Ankara, il y a quand même une lueur d'espoir, c'est que beaucoup de gens se posent des questions en Turquie même, le monde des affaires, l'évaluation forcée de la lire ces derniers jours, la situation économique est très difficile en Turquie. Les élections municipales l'année dernière, à Ankara et à Istanbul, montrent qu'il y a une appétence pour une alternative. Donc, je pense qu'il est temps pour nous de profiter de cette fenêtre de tir pour repenser en profondeur nos relations avec ce pays. Nous avons le même problème avec la Russie. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec plein de choses que fait le président Macron, mais sur la Russie, il a raison, le moment est venu de chercher à tendre la main et de trouver une relation nouvelle. Je dirais que la même chose, aujourd'hui, se pose avec la Turquie. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord ici, parce que j'ai cru comprendre la tonalité de la réunion, je ne suis pas complètement sourd, mais en même temps, je veux dire, ils sont là. 83 millions de personnes, un impact très important sur le monde musulman à l'intérieur même du continent. On leur a donné les clés du contrôle de l'immigration. On a une politique de défense en Europe qui est inexistante, un désaccord absolu entre nous sur la probité de tout. Bon, peut-être qu'il faut commencer par regarder notre propre jardin et essayer de bâtir une politique intelligente à l'égard de ce pays majeur qui, encore une fois, fait partie du continent. Merci Pierre.